Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée. Mais rien ne bouge, on débute avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. On parlera actu local, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 15 mars 2023, une journée noire sur les marchés financiers. Les titres de la Société Générale, la BNP et le Crédit Agricole ont fini en très forte baisse aujourd'hui, avec des chutes de 6 à 10%. Il s'agit du contre-coup de la faillite de la Silicon Valley Bank, dont on vous parlait dans le focus d'hier. À noter aussi que le titre du Crédit Suisse, lui, a chuté de 30% aujourd'hui pour atteindre son plus bas niveau historique. Et il faut noter que le Crédit Suisse figure quand même parmi les 30 plus grosses banques du monde et qu'on considère qu'elle ne peut pas faire faillite. Mais effectivement, les observateurs ont le regard braqué sur ce Crédit Suisse qui pourrait faire trembler effectivement les marchés en cas de faillite. Et voilà plus d'une semaine maintenant que les personnels d'éducation sont mobilisés contre la réforme des retraites. Ce matin, les syndicats se sont rendus au rectorat aux Abîmes pour dénoncer l'augmentation du temps de cotisation, mais aussi les suppressions de postes. Regardez. Aujourd'hui, nous nous inscrivons tout simplement dans les mobilisations nationales et académiques contre les retraites. Vous le savez très bien, aujourd'hui nous sommes le jour où il y a la commission mixte Sénat et Assemblée nationale qui va donc définir le texte définitif sur la réforme des retraites. Nous sommes tout simplement encore une fois mobilisés pour réaffirmer notre volonté de voir le retrait de ce projet de loi. Nous ne cessons de le répéter, nous sommes contre cette réforme de retraite. Il est hors de question pour nous d'accepter 2 années de plus quand on sait pertinemment, puisque les calculs le prouvent tous les jours, quand on sait pertinemment que c'est faux, que nous aurons une retraite à 64 ans à taux plein. Les calculs qui sont effectués par nos représentants prouvent que nous n'aurons éventuellement une retraite à taux plein qu'à partir de 66-67 ans. Donc nous sommes véritablement contre cette réforme de retraite qui pour nous est injuste, inéquitable, parce qu'elle ne va peser que sur un certain nombre de personnes. Et on sait très bien que surtout dans l'éducation nationale, il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas suivre. Il y a des collègues qui, avant 60 ans, sont déjà usés, sont déjà dépassés, n'aspirent qu'à prendre un repos bien mérité, après quand même de dur labeur. Et effectivement, cette fameuse réforme, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on fait, malgré toutes les plaintes qu'on a déjà adressées au gouvernement, malgré le fait que tous les politiques qui ne sont pas du bord du président de la République sont contre, malgré le fait que tous les syndicats, et depuis longtemps ça ne s'était pas passé, que même au niveau de la France, que tous les syndicats sont entièrement d'accord pour que cette réforme ne se fasse pas, eh bien on a quand même un président de la République et son gouvernement qui veulent tout faire passer en force et pour imposer un certain nombre de choses aux gens. Et puis surtout, nous sommes aussi au rectorat pour dire à Madame la rectrice que nous refusons les 131 fermetures de postes, qu'il est hors de question que nous puissions continuer à fonctionner avec la pénurie de postes et qu'il faudra absolument revoir la voilure. Je rappelle aussi que ça fait des années que nous militons, nous au SNCL, pour qu'au niveau du rectorat, on prenne conscience qu'il est temps de faire du qualitatif. Profitons de la baisse des effectifs pour augmenter le taux d'encadrement. Ne supprimons pas les postes, ayons des classes avec des effectifs moins élevés pour un meilleur encadrement et une réussite de nos élèves. Nous insistons là-dessus. Et un dernier point, on est en plein dans les mutations, on a un certain nombre de collègues qui ont voulu rester dans l'académie après leur année de stage, mais qui sont quasi systématiquement mutés en métropole, à Paris ou à Créteil. Ce n'est pas normal. Alors qu'on sait qu'il y a des besoins dans des disciplines, que nos collègues partent comme cela et ne puissent pas s'épanouir dans notre pays. Donc voilà la raison de notre mobilisation. Nous attendons d'autres collègues sur place. Et notez qu'en cas de vote perdu sur la réforme des retraites, eh bien Emmanuel Macron dissoudra l'Assemblée nationale. Et à l'occasion de Mars Bleu, la ville de Trois-Rivières sensibilise la population au cancer colorectal. Elle organise un village ainsi que des conférences débats, à commencer par une autour du parallèle entre les remèdes rasiers et les cancers. Regardez.
C'est vrai que la ville de Trois-Rivières se mobilise dans toutes les manifestations de prévention. Nous l'avions fait pour Octobre Rose, donc il était naturel que nous le fassions pour le mois du Mars bleu, donc la campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du côlon. Donc aujourd'hui, plusieurs temps forts. Nous commençons par une projection assurée par Dr Bourris, médecin coordonnateur en cancérologie, qui va faire le parallèle entre les rimets de rasier et le cancer. On s'est rendu compte avec mes collègues que les personnes ne disaient pas forcément à leur médecin qu'elles prenaient des plantes. Or, les plantes peuvent être toxiques ou agir à l'inverse du traitement qu'on donne pour traiter un cancer. Donc c'est important que la communication s'établisse entre les professionnels de santé et les personnes malades. Il y a quand même de bonnes chances de guérison pour ce cancer lorsqu'il y a ce dépistage qui est fait. Alors c'est vrai que les personnes de plus de 50 ans peuvent recevoir le test de dépistage directement à leur domicile. L'idée c'était de le démocratiser. Et donc c'est pour ça que nous avons un atelier pour permettre aux personnes de savoir comment faire ce test chez soi et pouvoir le renvoyer et avoir les résultats rapidement. Donc la prévention, oui, c'est important. Donc Trois-Rivières se mobilise. C'est vrai qu'une alimentation riche en fruits et en légumes alors protège du cancer et permet d'avoir l'ensemble des produits nécessaires pour éviter d'avoir des cancers, en particulier les fibres. On est dans le mois de prévention du cancer du côlon et manger des fibres aide à diminuer son risque d'avoir un cancer du côlon. On ne prend pas assez soin de nous, on ne fait pas assez attention à notre alimentation, à notre hygiène de vie, je dirais, puisque le cancer colorectal, c'est beaucoup en lien avec l'alimentation. Donc il faudrait être vigilant par rapport à l'alimentation et un peu le sport. Le maire Jean-Louis Francisque a vraiment à cœur de mener ce type de manifestation de prévention, toujours pour le bien-être de sa population. Donc pour toutes les actions fortes, le Centre communal d'action sociale et l'ensemble des services communaux s'impliquent pour ces causes-là. On enchaîne maintenant avec la campagne nationale sur l'accompagnement de fin de vie. Ce matin, à la Cité des Métiers, l'espace de réflexion éthique de Guadeloupe présentait la loi Leonetti-Claeys qui offre de nouveaux droits aux personnes malades. Regardez. Ce sujet qui est un sujet à la fois intime, tout en étant collectif, puisque tous nous sommes destinés à mourir, mais il reste un sujet parfois sacré et très personnel. Autour de ce sujet, la pièce de théâtre va évoquer un certain nombre d'éléments autour de ce sujet, et particulièrement les grands principes de la loi, les piliers de la loi Claeys-Leonetti de 2016. Cette loi date de 2016. Elle institue le refus de soins comme un droit dans le Code de la santé publique. Elle améliore les soins palliatifs. Elle introduit ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire le fait de donner des médicaments lorsque l'on est en grande souffrance mais qui ne servent qu'à retenir la vie tout simplement. Et puis ensuite, nous avons les directives anticipées qui permettent justement d'exprimer son souhait de fin de vie avant d'être hors conscience. Et enfin, le droit à la personne de confiance qui aussi peut vous aider à exprimer vos souhaits. Cette loi est amenée probablement à évoluer, on ne sait pas. On ne sait pas dans quel sens, mais on devine un peu, puisque à l'instar de d'autres pays voisins de la France, pour ne parler que de ceux-là, mais pas que, la loi a déjà évolué sur ce qu'on appelle l'aide active à mourir, c'est-à-dire qui comporte l'euthanasie et le suicide assisté. Il faut s'interroger, se poser la question, savoir ce qui est nécessaire, ce qui est utile, ce qui est humain. Je viens de dire que c'est la mort, c'est quelque chose d'intime, donc profondément qu'est-ce que chacun pense. Mais lorsqu'il se trouve confronté à la mort, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, c'est quelque chose d'éminemment social. On ne meurt pas seul, on meurt, on va laisser les gens. Nous on dit nous qu'à monter en fil à eau en fait. Hein. Donc il faut qu'on regarde qu'est-ce qui peut être nécessaire en restant humain et en préservant notre humanité. Nous avons souhaité dans nos conférences, à la demande du gouvernement, d'une part concerter la population parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Quand je dis nous, l'espace de réflexion éthique dont je suis la coordinatrice, avec tous mes autres collaborateurs, nous mettons en place toutes ces manifestations pour aussi informer les gens.
Donc pas tant débattre pour ou contre, mais d'abord informer de ce qui existe déjà dans la loi de 2016, la loi Claes-Leonetti dont je vous citais les principes, parce que beaucoup de personnes ne savent pas leurs droits en matière de fin de vie, et cette loi comporte tous ces droits. Donc notre travail, c'est déjà d'informer sur ce qui existe et ensuite de discuter ce qui pourrait évoluer. Retour maintenant sur le conseil municipal de la ville de Capesterre-Belle-Eau où les élus ont procédé à l'élection des nouveaux présidents des commissions sport, réglementation et éducation. Regardez. Un conseil municipal passé dans le consensus, puisque je remercie l'ensemble des élus de la qualité des échanges aujourd'hui. Profiter aussi pour remercier Mme Louis pour ce travail, ce temps donné au service de Capesterre-Belle-Eau, et nous souhaitons bon vent dans le cadre de la poursuite de son projet professionnel. Aujourd'hui, donc, avec 3 adjoints, M. Lachman qui apprend donc, les responsabilités au niveau donc, du sport, Madame Choisy au niveau de la réglementation et Monsieur Allard donc, au niveau donc, de l'éducation, afin que nous puissions donc, parfaire mais surtout faire vivre les commissions et surtout que les projets attendus par la population soient aussi suivis et puissent sortir de terre plus rapidement. À voter. Car nous avons cette obligation, comme je dis tout le temps, de résultat vis-à-vis de celle-ci. Car Capesterre a déjà pris trop de retard, il nous faut des élus qui soient mobilisés à 200% sur les responsabilités qui sont les leurs. Et on part pour le café pédagogique de la ville de Morne-à-l'Eau qui était dédié aujourd'hui à la communication qui devient de plus en plus difficile. Comme on a institué depuis la rentrée scolaire le café pédagogique, c'est-à-dire on a un thème sur lequel on invite les parents à discuter sur ce thème-là. Donc on a des intervenants pour chaque situation. Et ce soir-là, c'est sur la communication, le poids des mots. C'est vraiment un sujet majeur. On parle de communication au sein de la maison, au sein du foyer, communication à l'école. Tout commence par la communication, tout est communication. On communique pour des choses apparemment essentielles, mais les conversations que l'on avait auparavant, ça ne veut pas dire que nos parents discutaient avec nous ou échangeaient avec nous. Mais il y avait des lieux, il y avait des moments. Par exemple, nous, on allait au champ, de Caen en bois, et là, il fallait bien faire des choses. Donc, c'était des conversations, j'ai presque envie de dire, fonctionnelles, directives, et qui, en fait, vous apprenaient à prendre un peu plus tard la place des autres. Aujourd'hui, les conversations se réduisent à des choses, je ne dirais pas moins intéressantes, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs que ce qu'il y avait auparavant. C'est vrai que les enfants de maintenant, bon, si je dirais depuis une quinzaine d'années, il faut dire que maintenant il y a l'écran, les écrans qui ont, c'est un vrai fléau, c'est un fléau majeur. Et c'est vrai que ça prend toute la place et ça entrave vraiment les apprentissages des enfants. Et donc, on a des enfants à l'école qui sont moins concentrés, qui ont moins envie d'apprendre, qui sont plus en difficulté. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir les accompagner. Voilà, donc c'est vrai qu'aussi à l'école, on manque aussi beaucoup de moyens par rapport à ça. Mais c'est vrai que les écrans, c'est une problématique sur laquelle il faut vraiment se pencher. Et on part pour Petit Canal où la ville se dote de 2 bâtiments photovoltaïques. À noter que le chiffre d'affaires produit par l'énergie solaire permettra de financer les 2 bâtiments qui coûtent respectivement 350 000 €. De quoi éviter donc une facture de 700 000 € à la ville, une belle économie. Regardez. Aujourd'hui, c'est de la concrétisation d'un projet que nous portons depuis tantôt, qui a pour ambition d'apporter notre participation au développement durable du territoire de la Guadeloupe. Et donc, la réalisation de 2 hangars avec un équipement photovoltaïque dessus qui va vous permettre, je dirais, de répondre aux besoins de 80 foyers à peu près sur le territoire de la Guadeloupe. C'est une petite participation, mais qui vient, je dirais, s'additionner à tout ce que nous faisons déjà sur Petit Canal en matière d'économie verte et de développement, je dirais aussi, d'énergie propre. Parce que Petit Canal est l'une des villes qui produit le plus d'énergie propre, que ce soit en matière de ferme photovoltaïque, que ce soit en matière de ferme éolienne.
et nous continuons donc à apporter notre contribution. Le principe il est relativement simple. On a installé des panneaux solaires sur ces bâtiments. Ces panneaux vont produire de l'énergie. Cette énergie elle va être injectée sur le réseau public d'EDF et c'est de là que va provenir le chiffre d'affaires qui va nous permettre de financer l'infrastructure, de réaliser ce hangar pour la ville de Petit-Canal et qui elle-même va le mettre à disposition d'entrepreneurs de la ville, de porteurs de projets pour pouvoir là aussi développer une autre activité économique. En termes de coûts, chaque bâtiment coûte à peu près 350 000 €. Si on répartit après, on a à peu près moitié-moitié entre le bâtiment, les fondations et le reste de la centrale solaire. Et c'est donc le chiffre d'affaires produit par les panneaux solaires qui finance la totalité de l'infrastructure. Cela va permettre aussi d'installer des porteurs de projets sous ces hangars. Vous avez vu, ce sont des hangars qui représentent pour chacun plus de 200 mètres carrés de surface couverte, avec un environnement qui permet de développer un certain nombre d'activités. Et donc, nous allons pouvoir répondre à la demande et à l'attente de certains porteurs de projets, de jeunes Guadeloupéens qui sont à la recherche de locaux pour pouvoir s'implanter, pour pouvoir développer leur activité. Des activités qui seront multiples, je dirais, de l'agro-transformation, mais aussi tout ce qui sera de l'innovation pour pouvoir accompagner et toute ambition, je dirais, de créer de l'activité économique, de pouvoir créer des emplois et ainsi baisser le chômage qui touche particulièrement la région du Nord Grande Terre. Et la ville de Moule, elle présente le dispositif S'engager pour un parcours gagnant. La municipalité s'est décidée à accompagner 12 familles en difficulté pour les aider à gérer au mieux leur foyer sur tous les aspects. Regardez. Eh bien, ce matin, on vient de lancer une action qui s'appelle S'engager pour un parcours gagnant, avec un certain nombre de familles mouliennes, c'est-à-dire le CCAS, est aidé par d'autres associations comme la GESAF et Femmes du Bout. Nous sommes allés à la rencontre d'un certain nombre de familles pour les engager sur un parcours de formation pour gérer mieux leur foyer, pour mieux s'occuper de leurs enfants, et puis en matière de nutrition aussi. Donc on a réuni un certain nombre d'accompagnateurs pour que pendant 6 mois, ces familles-là vont être accompagnées. Et ces familles-là ont signé un engagement pour être ponctuelles, pour bien suivre cette formation pendant 6 mois. Et en fait, ce que nous espérons, c'est qu'au bout des 6 mois, ces familles-là puissent mieux s'occuper de leur famille, de leurs enfants, et c'est un parcours gagnant. L'action d'aujourd'hui est menée suite à un constat. Nos familles, nous avons constaté des familles en grande difficulté. La crise économique n'a rien arrangé. On s'est dit, nous sommes confrontés quotidiennement aux demandes diverses. Que ce soit des personnes en difficulté pour payer leur loyer, l'eau, l'électricité, etc. On s'est dit, menons un projet pour accompagner les personnes à mieux gérer, à mieux se gérer. Pour commencer, pour débuter cette action, nous avons choisi 12 familles. Donc en partenariat avec la GESAF, le PRE et nous-mêmes, avec les familles que M. Fulcon reçoit. Donc nous avons pris 12 familles pour débuter cette action. C'est tout naturellement que la direction des interventions sociales s'est associée à l'action proposée par le Centre communal d'action sociale. C'est vrai que c'est un parcours gagnant pour les parents, c'est une action gratuite qui vise à améliorer la vie au quotidien de ces parents, qui vise aussi l'épanouissement des parents, mais il y a un coût pour la collectivité. Donc le partenariat fort de la ville à travers la direction des interventions sociales, à travers le programme de réussite éducative, mais également des actions du contrat de ville, a permis de mobiliser des partenaires de qualité pour accompagner les parents dans ce parcours initié, pensé pour elles. Et maintenant, je reçois Daryl Pollor, qui est vice-champion d'Europe de street workout. Il est en compagnie de Génie de Vérité, la vice-présidente de l'association Team Omega Bar. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, comme je partage tout avec les téléspectateurs, je vous disais hors plateau justement que je vous avais reçu en tant que Team Mega Bar il y a plusieurs années de cela. On ne connaissait pas encore vraiment le street workout ici en Guadeloupe. Vous avez commencé à le démocratiser en prenant d'assaut justement les aires d'entraînement
certainement, un peu partout. On voyait des gens sur des bars en train de faire des trucs quand même assez stupéfiants. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette activité a bien pris ici en Guadeloupe? Ah oui, quand même, bien sûr, bien sûr. Et en plus de la Team Omega Bar, il y en a eu d'autres. Il y en a notamment sur le Moule, sur Basse-Terre, Saint-Claude. Donc oui, ça commence à prendre forme réellement. Mais petite compétition, on a une petite compétition en interne ici en Guadeloupe? Il y en a chaque année. Et là, la prochaine est prévue au mois de juillet. D'accord. Alors, on a le vice-champion d'Europe 2023 quand même sur le plateau, donc déjà on voit les gros bras. Déjà c'est bien visible tout ça. Alors pour que les téléspectateurs se fassent une petite idée, alors tu as pris la première place de l'Open Bars Guadeloupe en 2016-2017. Ouais, c'est la première vraie compétition que j'ai faite. Donc tu as laminé tout le monde, c'était déjà une première étape. Oui. Tranquillement. Ensuite, tu as fait la 6e place au Kangourou Pro SW, donc Street Workout World Cup 2017. Tu étais sur la super finale. Ouais, je m'étais qualifié par vidéo avec un autre Guadeloupéen, Woodley Loubli. Et c'était très très compliqué comme compétition et c'est la première fois que je participais à quelque chose d'international. Pourquoi c'était compliqué? Dis-nous tout. Il y avait du monde. C'est vraiment la Beaucoup de monde? Oui. Beaucoup de personnes qui... Et beaucoup de niveaux, voilà, c'est surtout ça. Du haut niveau, tu t'y attendais pas? Non, je m'y attendais pas. Mais j'étais plus ébahi par les athlètes que je voyais que sur Instagram et qui en fait, ils étaient en face de moi. Et j'étais plus comme... Donc les gens que tu follow, tu étais en compétition avec les gens que tu follow? J'étais plus comme un fan au lieu d'être comme un athlète. Donc tu n'étais pas très concentré? Si, je l'étais quand même. Mais en backstage, j'étais un peu... En mode selfie. Ouais, voilà, c'est ça. Pour rester concentré parce qu'il faut les battre à un moment donné. Donc c'est dans les objectifs. Après, c'était pas mes amis arrivés sur la barre. J'ai pu quand même me hisser au maximum voilà. Jusqu'à la finale quand même, pour une première participation à un concours international. C'est déjà très pas mal. Ensuite, tu as fait la première place à la Caribbean Cup en 2018. Ouais, celle-là. Après, toutes mes compétitions étaient compliquées. Il n'y a vraiment aucune où j'ai fait les doigts dans le nez. Mais c'est à force de travail. Donc ça veut dire que le niveau augmente vite? Oui. Ok. Et en plus, c'est un sport qui est très ingrat. Dès qu'on s'arrête un petit moment, on voit qu'on s'est arrêté quand même. Ok. Au niveau des performances? Oui. Donc il faut s'entraîner en permanence. Donc ça veut dire que depuis 2015-2016, tu t'entraînes en permanence? Alors, après le Covid, j'ai pris une petite pause d'un an et demi. Parce que j'étais un peu démotivé, mais j'aurais pris du poil de la bête très vite. Muito bien. Avant la période Covid, justement, tu as participé au World Championship en 2018 à Moscou. Oui. Ça s'est bien passé? Ça dépend de ce qu'on appelle qu'est-ce qui s'est bien passé. J'avais classement, pas classement. Alors, on était 80 athlètes sur cette compète. J'ai fait 26e. Honorable. Donc, oui. C'est niveau international. Non, franchement, c'est très honorable. Je suis très dur avec moi et pour moi, c'est vrai que premier, c'est toujours mieux. Mais dès le début, il visait déjà un top 10. Donc Ah, toi, tu veux top 10 direct? Pourquoi pas top 5 aussi pendant qu'on y est? Mais il faut, puisque de toute façon, tu finiras premier très bientôt. On te le souhaite en tout cas. Première place à la Caribbean Cup en 2019. Donc bon, Caribbean Cup, c'est quoi? C'est tranquille? Alors pas tranquille, c'est quand même Martinique où il y avait un très bon niveau à un moment. Guyane. Un moment, donc ça veut dire leur temps est passé. Alors c'est pas leur temps, c'est plus la discipline s'est un peu estompée là-bas. Ok. Et Guyane, il y a du niveau. Guadeloupe, à un moment pareil, il y avait du très très bon niveau. Là, ça s'est un peu estompé aussi. Et Saint-Martin, à un moment pareil, on en entendait parler. Mais pour l'instant, on entend toujours parler de toi. Donc toi, tu es sur la durée, donc ça, on apprécie. Et un dernier titre à ton palmarès, enfin, avant la période Covid justement, tu as fait la 13e place au World Championship à Moscou encore une fois. Oui, alors là, j'étais quand même fier de moi, mais j'aurais quand même préféré... Tout près du top 10. Ouais. Un chouïa. 13e place quand même. Et puis tu voyages, en plus tu fais, il va pas faire le tour du monde finalement. C'est clair. Donc c'est pas plus mal. C'est le plus plaisant. Donc petite coupure à partir de 2020, puisqu'il y a la période Covid. Tu reviens finalement en 2022. Et là ça crache du lourd là-bas. Ouais, c'est là où on m'annonce qu'il y a... je peux me qualifier pour les championnats du monde en Lettonie.
Je vois que juste après, il y a les championnats de France. Donc, quelques mois à l'avance, je me donne à fond, comme jamais. Et les résultats étaient là. 11e en Lettonie, championnat du monde quand même. Oui. Donc, chaque fois, en fait, tu gagnes 2-3 places. Ah oui, tu te hisses tranquillement vers le sommet. Oui, alors je trouve que c'est lent quand même comme progression, 13, 11, après 10. Ah mais tu sais, il y en a qui n'arrivent même pas là, donc non mais c'est bien d'être dur, il est quand même... Oui, il est exigeant avec lui-même, mais je pense que c'est ce qui lui permet de progresser, de pouvoir toujours aller de l'avant, parce qu'il est toujours à la recherche d'entraînement, à la recherche de créneaux. Bon, Jenny, on va s'entraîner quand ? Jenny, quand est-ce que tu me prévois un entraînement ? Là, on y va. Donc là, ce qui nous manque, c'est surtout des structures, parce qu'on n'a pas de structure. On est obligé on est des habits, mais on n'en a pas aux abîmes, hein, malgré des accords, des promesses, et il n'y a toujours rien. On a le problème de moyens, forcément, financiers, des promesses de subventions et autres qui n'arrivent pas. Enfin, malgré les résultats, parce qu'il a quand même des résultats internationaux. Je vous donne l'exemple. Emmener notre petit drapeau, faire le tour du monde. Malgré sa 11e place au championnat du monde, ce sont des fonds personnels que j'ai mis pour qu'il puisse partir pas en Lettonie, aux Pays-Bas, là. D'accord. Voilà, sinon il ne pouvait pas partir. Donc même s'il y avait une partie qui était prise en charge par l'équipe de France, il y a quand même des frais personnels et ça reste un étudiant, quoi. Là, tu as quoi, 19 ans ? Non, 25 bientôt. Tu grandis, effectivement. Mais en tout cas, sur le financement, en fait, la discipline n'est pas encore bien prise en considération. Elle n'est pas prise en considération, elle n'est pas encore reconnue au niveau des ministères des Sports. Donc ici, en Guadeloupe, on a quand même une certaine volonté, notamment de la DGSCS, enfin de la DRAGES maintenant, de vouloir nous aider. Mais bon, on ne va pas mentir, notamment la région. Non, ils ne suivent pas encore. Non, il y a beaucoup de promesses, pas beaucoup d'actions. Un peu la politique. Voilà. Quand on regarde bien. En tout cas, vous arrivez à vous dépatouiller jusqu'à maintenant. Pour l'instant, mais bon, là, il y a d'autres voyages qui sont prévus. Là, ils visent justement une compétition qui aura lieu en Italie en septembre. Bon, pour l'instant, ça s'avère compliqué. Ouais, pour l'instant, ça Et au niveau de la fédération, comment ça se passe ? Justement, est-ce qu'il est bien vu au niveau de la fédération ? Si. Alors, la fédération, que je représente aussi, puisque je suis la secrétaire de la Fédération caribéenne de street workout et calisthenics, qui s'occupe donc de la Martinique, de la Guadeloupe, la Guyane et Saint-Martin. Au contraire, on essaye de porter nos athlètes le plus haut possible et on fait tout ce qu'on peut pour. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui investis des fonds personnels, mais le président a déjà investi ses fonds personnels et d'autres aussi. Parce que justement, donc c'est vraiment Omega Bar qui fait vivre un peu la discipline, quoi, en Guadeloupe. À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle, je dirais à la date d'aujourd'hui, oui, parce que la team qui est sur le moule, elle s'est beaucoup axée sur le set and rep, qui est aussi une forme de street workout. Et on avait des athlètes sur Basse-Terre, comme il a déjà nommé, Widley, qui est moins présent sur nos compétitions, mais qui est un très très bon athlète aussi, et qui fait de l'international. Mais il part avec ses propres fonds, justement, parce que difficile de trouver des sponsors locaux. C'est quand même regrettable de voir que des jeunes font rayonner notre île à l'international et que personne ne prenne ça en compte. Tout à fait. C'est quand ça va exploser, la discipline va exploser, tout le monde va venir après. Bon, là là. Mais il faut saisir la balle au bon avant, n'est-ce pas ? Alors, 11e quand même en Lettonie en 2022. On se rapproche, tranquillement. Et là, cette année 2023, est-ce que tu es content finalement ? Oui, là je suis vice-champion, là. Ça te va ou pas ? Oui, ça me va. Donc, vice-champion d'Europe, comment s'est passée la compétition ? Alors, ça s'est très très bien passé. Encore une fois, entouré d'athlètes que je suis et sur lesquels je prends exemple. En backstage, c'est les photos et tout. Mais et là, j'étais assez content parce que, comme ça fait quelques années que je suis sur la place internationale, il y a des athlètes qui me reconnaissent, qui eux-mêmes viennent... ils commencent à être fans aussi, voilà. N'est-il pas ? Donc on est fans entre nous, si on veut. On dirait qu'il n'y a pas trop d'animosité, en fait, entre les compétiteurs. C'est vraiment une discipline où... il y a un vrai fair play. Voilà. C'est très important et pour moi, je pense que le fair play, déjà, c'est la base du sport en général. Oui. Donc, tant qu'on va réussir à maintenir ce fair play dans cette discipline... il faut. Parce qu'on parle quand même de prouesse physique. Ah oui. C'est un peu comme de la gymnastique artistique, presque. Oui, c'est la discipline mère, en fait. Peut-être qu'un jour vous serez rattaché sur les Jeux Olympiques. Qui sait ?
Ça, c'est encore un autre débat. Ah non, mais ça pourrait être pas mal. Ouais. Alors, c'est un autre débat. Et là, j'enfile encore une autre casquette parce que je suis entraîneur de gymnastique artistique dans un club, le Budokan, qui se trouve sur les habits. Mais justement, ils viennent s'entraîner au Mégabar avec moi, justement pour pouvoir bénéficier de matériel et de tapis pour pouvoir tester des prouesses, justement. Parce qu'il y a le côté puissance, mais il y a le côté esthétique aussi. Alors, c'est simple. Il y a les exercices de force. Donc là, c'est beaucoup de maintien sur la force. Et il y a les exercices de freestyle, c'est beaucoup d'aérien. Donc des voltiges, des lâchers de barre, des rattrapés de barre. Et pour ça, c'est vrai qu'avoir des tapis, c'est très important. Mais rattaché à la Fédération française, on n'est pas trop pour parce que, bon, en tant que gymnaste, c'est très, très carré. On vient pénaliser pour la moindre chose, la moindre demi-pointe, le moindre hauteur, le moindre chose. Et freestyle, c'est du street, justement, street workout. Donc ce côté libre, ce côté rue, ce côté... qu'on ne veut pas non plus qu'il soit trop carré, ça va enlever une certaine liberté qu'on a dans cette discipline. Ton domaine de prédilection en street workout? La force. La force? Oui. On va les ressortir des bras. Hein. Ah, ça, alors, je vais dire oui, très très bien en dynamique aussi. Faut que tu nous expliques. Oui, alors déjà... La force, ça consiste en quoi? Alors, c'est toutes les figures comme... alors, la planche, c'est des appuis... Appui manuel, tenir en équilibre rien que sur les mains. Alors ça peut être droit, ça peut être avec le corps à l'horizontale, jambes serrées, jambes écartées, les bras écartés, les bras serrés. Donc il y a beaucoup de variantes et ça demande énormément d'entraînement et de force. Ouais, c'est énormément de gainage. Donc il faut avoir les bras, c'est sûr, mais il faut les abdos, il faut aussi muscler le dos pour que tout tienne bien droit. On dirait pas, mais les jambes aussi. Les jambes aussi? Oui, parce que sans les jambes, il n'y a pas une droiture, un alignement comme il faut. Ah, donc il faut tout muscler, quoi. Oui, tout. Ah, il n'y a pas le choix. Voilà. Ah, très bien, très bien. Donc force, ensuite? Et ensuite le dynamique. Donc c'est les figures de voltige, donc 360, 540. C'est vraiment des rotations un peu autour de la barre. Et on est noté sur la combinaison des deux, justement. Donc sur la place internationale, il n'y a aucun athlète qui est bon dans un et pas dans l'autre. Ah, il faut vraiment... pour être très fort, il faut être bon dans les deux. Ok. Et le freestyle? Alors le freestyle, c'est la dynamique, c'est la combinaison des deux. Ok. Donc voilà. Muito bien. On va inventer de nouvelles figures? Ça se fait régulièrement. Ça se fait non, mais je lui demande si lui... Est-ce qu'on aura la figure du dollar, par exemple? Pour l'instant, il est surtout en train d'essayer d'arriver à faire les figures que certains athlètes, eux, arrivent à nous mettre en place. Alors, j'ai ce qu'on appelle des moves signatures. C'est des figures que je fais où on sait qu'il n'y a quasiment que moi qui les fais. Et si un autre athlète le fait, on dira c'est la figure de Daryl. Mais c'est ça, il faut signer ton nom quelque part. Donc j'ai des moves signatures, ça ne porte pas mon nom, mais on sait que quasiment n'importe quel athlète sait que cette figure-là... Il y aura la figure Daryl. Voilà. Il faut qu'il y ait la figure Daryl. Non, mais il faut travailler à ça, ça marquera les esprits. Et c'est aussi des figures où, en compétition, on s'attend à ce que je les fasse. Alors si on ne les fait pas, on est déçu. Donc on attend quand même certaines performances de ta part, on attend un certain niveau de ta part. Donc tu dois aller vers l'exigence. Je comprends pourquoi tu te mets la pression, finalement, parce que tu dois effectivement toujours relever le niveau. Confiant pour la suite? Assez quand même. Là, cette année, j'ai mon titre de champion de France à défendre. A priori, ça se passerait à La Réunion. Et j'ai une autre compétition qui n'est pas fédérale, c'est plus une autre organisation. C'est la Burning Gate qui réunit tous les meilleurs athlètes de force. Et c'est une compétition que de force. Et ça... On te souhaite en tout cas plein de force déjà, beaucoup d'énergie pour tenir la distance. Et pour les prochaines compétitions, on espère effectivement que tu seras sur le podium. On demande aussi aux politiques de s'intéresser peut-être un peu plus à cette discipline qu'on peut pratiquer un peu partout, mais il faudrait quand même des petits équipements histoire de vous motiver à continuer. Moi, je pense que toutes les opportunités de faire rayonner la Guadeloupe sont à prendre. Et toi, vu le nombre de destinations que tu as déjà touchées, alors que finalement la discipline n'est même pas encore bien développée, franchement c'est pas mal. Lettonie, Russie, t'es déjà allé partout presque. Moi je dirais que j'ai eu pas mal de chance. Il y a la fédération qui m'a bien aidé, il y a le Cross Guadeloupe qui m'a déjà aidé aussi. On salue le Cross. Oui. Il y a Sulo Caraïbes, c'est une entreprise qui m'a aussi bien aidé à partir.
Donc, pour l'instant, on dirait que j'ai de la chance. Mais Bon, tu as de la chance, mais tu travailles aussi pour. Oui, mais par rapport au financement. Il est parti au Mexique aussi. Mexico. Oui, il a fait une compétition au Mexique aussi. Franchement, on salue déjà le parcours. On attend la suite. Moi, je reste confiant. Je pense que tu vas en laminer plus d'un. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. Et on vous souhaite encore, effectivement, beaucoup de victoires pour la team Omega Bar et pour toi, Dari. Merci beaucoup. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Vous retrouverez Stanley Manicor pour 2 épisodes spéciaux d'Inside Mass. Ce sera consacré au jour gras, donc le dimanche gras à Pointe-à-Pitre et le mardi gras à Basse-Terre. Vous retrouverez donc Stanley, ce sera jeudi à partir de 20h sur l'antenne de Canal 10 Télévision. Moi, je vous retrouve vendredi. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde.